Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Hélène. Hélène, elle est cartomancienne, elle est responsable au SAMU. Et on s'est rencontrés, en fait on s'est jamais rencontrés, mais on s'est contactés il y a plusieurs mois sur les réseaux. Et vas-y, je te laisse raconter notre rencontre. Alors en fait, comme n'importe qui scrolle sur Instagram, en gros, je suis tombée sur ton réel avec Laetitia, la magnétiseuse, je crois. Ouais. Du coup, c'était un réel de 1 minute et j'étais mais c'est trop intéressant. Oui, et moi en ce moment, je suis à fond dans les podcasts. Je vais sur Deezer, je te trouve pas. Donc j'étais en mode super, ça me saoule. Et d'habitude, moi, quand je trouve pas sur Deezer, j'arrête là. Et je dis mais ça avait l'air trop intéressant, donc j'ai cherché sur les autres plateformes. J'ai un iPhone et en vrai, j'utilisais jamais le truc, la podcast iPhone. Enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je t'ai trouvé, j'ai écouté et après, je crois que tu avais mis une story où tu cherchais, où j'ai rien compris d'ailleurs parce que je pensais que tu cherchais des gens à interviewer alors que c'était pas ça du tout. Donc je t'ai contacté et là on a tchatché et puis après voilà. Et après, tu m'as fait un tirage de cartes. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'y connaissais rien. Tu m'as fait un tirage parce que t'es cartomancienne et c'est vrai, je me suis dit, c'est fou à quel point ça résonne. Et t'avais mis le point sur des blocages que je voulais absolument pas voir parce que c'était assez douloureux. Et il y a un gros travail qui s'en est suivi. Et aujourd'hui, on est là pour que tu racontes ton histoire. Et parce que c'est vrai que le monde de la cartomancie, il y en a beaucoup qui y croient pas, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de charlatans. Oui, et puis en fait, cartomancienne, tout le monde peut dire je suis cartomancienne. En soi, la cartomancie, c'est l'art des cartes, toi aussi tu peux être cartomancienne. C'est-à-dire en gros, c'est le fait d'étudier les cartes. Moi, je dis cartomancienne parce que c'est plus large et tout le monde connaît, mais en vrai, t'as tarologue, t'as plein d'autres termes, mais bon, en gros, n'importe qui peut se dire cartomancienne parce que c'est vraiment étudier les cartes. Toi, dans chaque carte, t'as des petits livrets, tu peux étudier, t'as des bouquins qui sont faits pour les tirages. Moi, j'ai pas vraiment étudié les cartes, j'ai appris avec ma grand-mère, avec l'intuition que j'avais déjà de base. Donc voilà, je pense que toi demain t'achètes un tarot, si tu regardes un peu, tu t'informes et tu peux tirer les cartes. Après c'est le truc de l'intuition, je pense qu'il rajoute quelque chose en plus par rapport aux gens qui vont faire les cartes juste comme ça pour rigoler entre copines, quoi. Et comment c'est venu à toi alors? C'est quoi ton histoire avec les cartes? Donc il y a ta grand-mère. Oui, alors du coup, moi j'ai commencé alors vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, j'ai eu une première expérience, on va dire, ésotérique. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'étais petite, mais je me rappelle que dans la nuit, j'ai été réveillée par quelque chose qui m'a touché le dos, mais qui m'a fait une sorte de sensation trop bizarre. Tu vois, tu as 2 ans et demi, ça te fait hyper flipper. Ouais, c'est fou, tu t'en souviens encore. Mais ouais, ça m'a tellement marquée, j'étais pas bien. J'étais même allée voir mes parents et tout, genre ouais, il s'est passé quelque chose. Ma mère, elle m'en a reparlé, elle se rappelle de ça. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai été hyper sensible pour plein de choses. C'est-à-dire qu'en gros, je captais trop, en étant petite, des adultes qui étaient bizarres ou je les sentais pas ou hyper, hyper sensible. Après, moi, ma grand-mère, du coup, est tarologue, astrologue, donc je l'ai toujours vue faire les cartes et en fait, quand j'ai eu 4-5 ans, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, à lui poser des questions. Tu sais, on dit toujours, pour apprendre une deuxième langue, c'est bien que les enfants, ils soient tout petits parce qu'ils assimilent plus vite. Donc du coup, en fait, moi, j'ai assimilé hyper rapidement le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est un des plus durs, c'est des premiers tarots. En fait, tu as plusieurs types de jeux qui sont très anciens et c'est les plus compliqués parce qu'il y a plein de significations, de symboliques que les jeux de maintenant, ils vont dire, ils sont plus simplifiés. Et en gros, le tarot de Marseille, je l'ai appris grâce à ma grand-mère, du coup, qui me faisait les cartes très régulièrement, qui m'expliquait les choses, qui m'avait passé même ses notes, qu'elle avait pris elle-même plus jeune. Et du coup, elle m'a offert mon premier jeu à 12 ans. Donc à 12 ans, je faisais les cartes à mes copines, comme tout le monde, je pense qu'on a tous commencé par faire les cartes à nos copines et à notre famille. Quel but en fait? Tirer les cartes, ta grand-mère, elle disait quoi à l'époque? Ça servait à quoi? Alors elle, c'était un peu, tu sais, comme un gris-gris, tu vois? C'est comme les gens qui vont prier Dieu le matin parce que ça leur permet de se recentrer. Elle, tu vois, tous les jours, elle tire ses cartes, tu vois, pour savoir comment la journée va se passer, ce qui va lui arriver, tout ça. Elle aime trop faire ça, moi, tu vois, je le fais pas parce que c'est pas, parce que moi, je me tire très rarement les cartes, hein. De toute façon, tu le sais, hein, c'est pas que j'aime pas, c'est que bon, j'ai pas forcément le besoin, mais elle, tu vois, tous les jours, je me rappelle, elle se tirait 3-4 cartes comme ça, avec le tarot de Marseille et une carte avec le tarot égyptien. Ça m'a marqué. Elle le fait tout le temps, hein.
à C'est pour 80. donner des conseils, pour des prédictions? Bah, je sais pas trop si c'est des prédictions, mais c'est plus un peu, tu sais, bah, qu'est-ce qui va se passer dans ma journée? Comme ça, elle est un peu anticipée un peu, tu vois? Genre si elle va avoir une mauvaise nouvelle, tout ça et à chaque fois dès qu'elle tire un truc, ça se passe. Ça me fait trop rire. Mmh. Elle fait: «Tu vois, alors là, il s'est passé ça, donc du coup, c'est pour ça que j'ai tiré cette carte-là, parce que cette carte-là, associée à cette carte-là, ça fait ça». Enfin, du coup, c'est comme ça vraiment que j'ai appris, Et c'est un peu de la voyance aussi? oui, il y a de la voyance et après, voyance, guidance, bon après les guidances, ça va être plus avec les oracles, parce que c'est un autre type de carte. Mais en gros, je pense pour moi, les cartes, c'est un peu comment dire? Une extension de soi-même. Tu sais, c'est un peu le miroir. Mmh. Parce que moi, généralement, quand je tire une carte à quelqu'un, bon, je peux faire de la voyance, mais généralement, les gens, tu sais, ils vont avoir des choses en eux qui vont s ben, qui ont peut-être conscience, d'autres pas conscience, mais du coup, c'est quand même un miroir de l'autre. Mmh. Parce que je vais sortir un peu ce qu'eux, ils ont au fond de leur cœur, tu vois? Beh, oui, ce que tu m'as fait et Voilà, ce qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est dur. bah, voilà et du coup, bah, je pense que, ouais, c'est un peu un miroir de l'autre et ça permet de poser les cartes, ça va permettre de poser des mots, de sortir des choses, en fait, que l'autre, refuse de voir ou ça va venir sinon, comment dire? Confirmer des choses. Ouais. Parce que tu sais, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils ont déjà la réponse en eux. Mais en fait, le fait que les cartes viennent Valide, valider ça, bah, ça les rassure. ça donne de la force. C'est ça. Ah bah, OK, les cartes elles ont dit c'était OK, c'est bon, quoi. Mais après en soi, enfin les cartes, c'est un outil, je vais dire ouais, peut-être un outil thérapeutique, mais en gros, c'est un outil, qu'on a dans la vie de tous les jours qui permet de se renforcer et parce que, bah, de toute façon, l'être humain est plein de doutes, c'est normal, hein. Si on doute pas, on peut pas évoluer, on peut pas tu vois? Mmh. Mais Donc c'est vrai que moi qui l'ai vécu, j'ai été bluffée par, ce que disaient les cartes. Je me suis dit: «Comment c'est possible qu'il y ait ça qui ressorte et qui vienne appuyer là?» Enfin, ça a vraiment fait écho sur des choses que j'avais profondément enfouies et que je ne voulais pas voir, que j'arrivais pas à voir et je me suis dit: «C'est ouais. dingue» et tu m'as fait plusieurs tirages et pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais de la voyance aussi et des choses qui se sont passées. Oh et je me suis dit: «C'est dingue à quel point Bah, ouais, des fois c'est vrai que ça peut faire ça flipper peut des faire fois. flipper». Mais et comment t'expliques que ça fonctionne tout ça? Bah, alors, moi, quand je vais venir faire un tirage avec quelqu'un qui vient me consulter, généralement, c'est pour des blocages. La personne vient me consulter. Donc moi, je vais demander aux cartes quels sont les blocages à travailler pour que la personne puisse avancer. Donc on va du coup, il y a des cartes qui vont sortir sur les blocages, les mémoires transgénérationnelles, des choses que la personne va porter des autres. Les autres, donc c'est les parents, tout ça, la famille. Donc là, moi, je viens de travailler dessus. Je dis: «Bah, voilà, il y a ça et ça va» enfin, que je sais pas, j'imagine, je dis une connerie, «Bah, écoute, je sais pas, ta grand-mère était illettrée, par exemple», c'est un exemple, hein. «Bah, toi, du coup, tu arrives pas à t'exprimer correctement parce que ta grand-mère, elle avait pas forcément elle pouvait pas s'exprimer», tu vois? Ouais. Du coup, bah, toi, tu pas illettré, mais tu ressens un blocage parce que, bah, du coup, tu portes cette mémoire-là, tu vois? Et du coup, bah, on va venir travailler là-dessus et venir débloquer, faire des petits tips, tout ça, parce que, tu vois, généralement, tu peux faire un tirage, dire: «Bon, bah, tu prends ça et démerde-toi», tu vois? Mais que moi, j'essaie de travailler un peu avec la Mmh. personne, d'essayer de découvrir, de libérer un peu, tu vois, ces blocages-là, quoi. Oui, ça permet vraiment à la personne de se libérer. Voilà. Bah, moi, après, je pense que je viens vraiment, je suis un peu, généralement, je suis un peu un point de départ. Genre, les gens, ils viennent me voir, ils font leur tirage et puis après, tu sais, ils vont consulter un thérapeute. Parce que, bah, Ouais. moi, les cartes, Beh, je une peux fois tu sais, qu'on a je t'ai fait les cartes, mais après, bon, bah, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas coaching, bah, je suis cartomancienne, hein, donc du coup, je viens vraiment juste te débloquer quelques trucs, t'expliquer et par contre, je te laisse jamais en galère. C'est-à-dire qu'en gros, si je sens que là, il y a besoin d'un spécialiste, genre kinésio, psychologue, mentorat, tout ça, je dis: «Bah, écoute, moi, je pense mmh, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Je te donne des tips, je te donne des gens à qui enfin, je donne des noms, hein, je dis: «Voilà, bah, écoute, elle, c'est une très bonne personne, ça, c'est machin, machin». oui, tu Comme ça, la personne, tu vois, elle part pas sans rien, tu vois? Mmh. Parce que c'est vrai, des fois, il y a des séances où, bah, tu as vu, hein, tu es un peu en PLS, quoi, Ouais, tu es ouais, là, ouais. et la voyance, la voyance, c'est un peu particulier, en fait, ça va faire un peu percher ce que je vais dire. C'est qu'en gros, bah, justement, quand j'avais été voir, la kinésiologue à Lyon, quand j'avais un petit blocage avec mes cartes, elle m'a dit que j'étais un canal et c'est vrai que même avant ça, je j'avais pas mis ces mots-là, mais quand je fais les cartes ou quoi, bah, en fait, j'ai l'impression d'être connectée à tellement de choses et j'entends je sais pas, j'entends des ouais, si, j'entends des voix, voilà, ça fait un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai des ça en fait, pour moi, c'est des guides, en fait. Il y a Dieu et Dieu, bah, il y a tellement de
d'énergie. Pour moi, c'est des énergies où tu es connecté et qui vont te souffler des trucs. Mais des fois, je suis pas censée, tu sais, il y a des fois, je peux faire les cartes, je peux capter des trucs sur la personne, mais je sais que je dois pas lui dire. Tu arrives à faire la Ouais, différence? je sais que genre en mode: «Ah non, elle est pas prête». Genre, déjà, je sens en mode: «Bon, ça tu sais, mais tu peux pas lui dire». Tu vois? Et c'est par exemple, tu vois, tu peux pas, tout dire. C'est pas possible. Parce que tu imagines, tu as quelqu'un qui vient te voir et qui est fragile et qui veut savoir, enfin, je sais pas, sur son couple, par exemple, et qui me demande des est-ce que, alors sauf si c'est une copine à moi et que là, je peux me permettre de dire, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui va me dire, par exemple, «Oui, je voudrais savoir ce qui se passe sur mon couple et tout ça», et que moi, je vois de la trahison, donc la tromperie et compagnie. Je peux pas dire à la nana: «Ton mec, il te trompe, c'est un connard», tu vois? Je sais pas comment elle est cette personne, je sais pas comment elle va réagir, tu vois? Ça se trouve, elle est hyper fragile et ça se trouve, ça va la détruire cette pauvre femme, tu vois? Donc du coup, je vais pas mentir. Je vais dire: «Écoute, je pense qu'il faut que tu fasses attention. Ton mari, il est pas fiable, mais genre, c'est pas quelqu'un je pense qu'il te ment et qu'il te cache des choses». Tu vois? Je vais dire qu'il y a quelque chose, mais je vais pas dire frontalement ce qui se passe parce qu'en fait, bah, voilà, c'est ça, c'est savoir jauger, tu vois? Parce que, bah, il y a des gens, tu vois, ils peuvent archi mal le prendre, tu vois? Enfin, ils Mmh. peuvent, ressortir de la moi, le but, c'est pas que la personne, elle ressort, pas bien, tu vois? Donc, faut savoir un peu jauger et puis il y a des personnes vraiment qui sont très vulnérables, qui viennent me voir et Parce qu'elles sont tellement en quête de réponses, de sentir c'est mieux ça. Et des que fois, tu sais, il y a des séances où je fais pratiquement pas les cartes, hein. Il y a des gens, ils ont vraiment juste besoin de parler et moi, du coup, bah, bon, bah, je suis le move de la séance, hein, mais à la fin, je leur dis: «Bah, écoutez, par contre, je pense, que faudrait peut-être que vous vous orientez plus sur une thérapie, psychologue». Enfin, tu sais, genre, je redis les choses parce que je dis: «Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je suis cartomancienne». Ça, c'est parce que des fois, bah, les gens, ils posent des questions, sur le médical. Tu vois, je monte toujours sur la si les gens veulent voir un peu sur la santé, mais la santé, ça reste général, tu vois? Et je me permets parce que je travaille au SAMU, donc je peux capter des trucs. c'est combien de temps que tu travailles au SAMU? Ça fait 10 ans, 10 ans. enfin 10 ans en septembre, 1er octobre, 10 ans. Donc tu travailles au SAMU, tu es responsable au SAMU d'une équipe et aussi à côté, tu as toujours tiré les cartes. Oui, c'est ça. En vrai, ça m'a grave aidé, hein, dans mon taf, hein, les cartes parce que, bah, du coup, j'ai des intuitions de ouf sur des patients qui combien de fois j'ai, capté des trucs de dingue, genre des dissections aortiques, des trucs, mais il y avait bon, des fois, il y avait des petits symptômes avant-coureurs, mais très minimes. Des fois, il y avait pas du tout de symptômes et je sais pas, je dis au médecin: «Écoute, je le sens pas du tout». Et le médecin à force, il «Tu peux essayer, vas-y, on va pousser le truc». Que les médecins, ils savent que Alors, il y a quelques médecins qui vont savoir. Après, je m'en cache pas, hein, mais du coup, tu es à l'aise. sans le dire, les médecins, ils ont capté pas mal de choses. Genre, bah, en même temps, au bout du 4e, 5e patient où je capte des trucs qui étaient pas censés se capter, ils ont compris que j'avais une sorte de bon, il y en a qui pensent que je suis hyper douée en médecine et que du coup, je Tu es devrais médecin. être médecin et j'ai dit: «Non, non». Mais du coup, je pense vraiment que j'ai bon, alors, en soi, ça me plaît beaucoup le médical, donc j'arrive à et des choses où c'est vraiment purement médical et je sais que ça, c'est ça et que symptôme là, ça peut faire ça. Des fois, c'est vraiment que de l'intuition. Je suis là: «Putain, je le sens pas». Parce que tu vois, on a des délais d'intervention. Quand on nous envoie une intervention, ça peut être de 15 minutes à 4 heures. Donc tu vois, c'est vraiment, un monde, quoi et du coup, en vrai, j'avais un délai de 3 heures sur une petite dame de 57 ans, mais bah, il y avait rien de spécial, tu vois? Genre vraiment, c'était genre de vertige ou un truc un peu vraiment très simple, hein et je sais pas, je le sentais pas et j'ai dit: «Je la sens pas cette inter», je et je l'ai envoyée rapidement et ben, elle faisait une dissection aortique. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, en gros, c'est quand tu as une artère dans ton corps qui se déchire tout le long de ton qui part de là, comme OK. ça, tu meurs. Enfin, il y a vraiment c'est genre le truc, genre si c'est pas pris, hyper rapidement, tu meurs. C'est vraiment le truc, bâtard de ouf, hein et du coup, bah, cette dame-là, elle à l'heure actuelle, elle est encore en vie. Ouais, parce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait Bah, je pas. l'aurais envoyée en 3 heures, Elle cette serait dame-là, elle serait morte. morte. Mais encore une fois, le médecin au téléphone ne pouvait pas savoir parce qu'il y avait pas de symptômes. Oui, C'est c'est moi, mon intuition, vraiment, tu sais, j'ai eu un tel et j'ai eu mal au ventre, j'ai fait: «Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, je peux pas l'envoyer en 3 heures». J'ai dit: «Je l'envoie en 15 minutes». Pourtant, du coup, je suis allée contre un avis médical parce que du coup bon, après, c'est un délai d'ambulance, mais à la base, j'aurais dû suivre le délai, demandé, quoi. donc tu te fais vraiment confiance sur tes ressentis. Ah, au travail, tout le temps. Je me dis, Ah, ça te sert. de ouf, ça me sert tout le temps. Enfin, vraiment, enfin,
je sais pas comment expliquer, c'est vraiment viscéral. Vraiment, je dis: «Il y a un truc qui va pas, faut que je fasse ça», tu vois? C'est vraiment, bon, bah, du coup, tu sais, au bout de la 5e, 6e fois, tu sais que tu t'es pas trompé, tu dis: «Bon, bah, vas-y», de toute façon, du moment enfin, moi, je mets pas en danger les patients, par contre, tu vois? Genre, vraiment, je reste dans le cadre légal. Juste, j'ajuste, peut-être le délai, tu vois? Où je vais appuyer plus avec un médecin, me dire: «Bah, écoute, là, vraiment, je le sens pas et toi, ils vont m'écouter, quoi». Ce qui est trop bien, je trouve, c'est qu'il y ait vraiment cette relation, cette proximité avec les médecins et qu'il y a une confiance mutuelle, en fait. Alors après, je t'ai pas dit que c'est tous les médecins, mais en fait, il y a certains médecins, bon, on va dire que c'est une bonne majorité qui je pense aussi, tu vois, il y a le côté d'expérience, le côté, bah, le fait que je sois dans responsable. Comme tu dis, enfin, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc tu vois, ils ont capté. Bon, après, en 10 ans, j'ai des trucs à raconter, mais Ouais. c'est vrai que c'est Est-ce que tu voudrais raconter une anecdote qui t'a marquée? C'était un médecin qui me balance une inter, il me dit: «Oui, c'est un jeune, il s'est fait mal, il s'est fait un trauma de cheville, c'est genre, entorse ou foulure». Il me dit: «Donc rien de grave, tu le temps». Et là, tu vois, je dis: «Mmh». Je dis je dans ma tête, je dis: «Je sais pas pourquoi, et j'entends en fait, dans ma tête, j'entends: «C'est pas une foulure, c'est plus OK. grave». Et donc j'avais un délai très long parce qu'une foulure, c'est pas grave, tu vois? Ça fait un peu mal, mais enfin, tu pas en danger de mort ou quoi. Et du coup, moi, j'envoie mes équipes, mais en délai rapide, tu vois? Parce que je le sentais pas. Mmh. Encore une fois, tu écoutes ton intuition. Et le gars, il avait une fracture ouverte du tibia avec le tibia qui sortait. Waouh! Genre chaud. C'est la mode. Ah oui, c'était pas une foulure. Et l'autre, c'était, alors c'était avec une autre personne. En fait, j'ai, une ARM, de l'époque, où je Qu'est-ce que travaillais. c'est une ARM? Alors c'est une assistante de régulation médicale, donc c'est elle qui réceptionne les appels 15, tu vois? Et OK, qui va d'accord. transmettre au médecin, et moi je suis un peu la dernière personne, qui récupère le dossier. Qui me dit: «Écoute, je t'ai envoyé une intervention, il y a un truc qui me plaît pas trop». La jeune fille, qui dit qu'elle a 18 ans, mais je pense elle a pas 18 ans, c'est un peu bizarre. Je récupère le dossier et là, j'ai une putain d'intuition, je dis: «Ah, moi, c'est vraiment trop glauque, là». J'appelle donc un ambulancier qui était dans le camion, où je lui explique. Bon, alors lui, il me connaît très bien, il sait que je dis un truc, il dit: «Oh là là, ça J'y vais! j'y vais, quoi». Et je lui dis: «Écoute, là, c'est dans un hôtel, c'est une jeune fille qui a dit qu'elle a mal au ventre, qui a 18 ans et tout». Je lui dis: «Franchement, vas-y avec l'ambulance, mais sans les bleus. Tu fais un petit tour de reconnaissance et tout, et tu». C'est quoi sans les bleus? Alors, une ambulance comme les pompiers, tu sais, quand ils roulent, tu as des lumières bleues, là. Ah oui, Donc sans d'accord. les bleus pour pas qu'on le voit, tu On vois? sache, On OK. sache. Et donc il y va et tout, et il me dit: «Écoute, c'est trop bizarre dans cet hôtel, il y a grave des voitures de». C'est pas un hôtel genre, c'est un genre Formule 1 ou un Ibis, enfin pas des, c'est pas des hôtels de luxe, c'est un hôtel un peu, tu sais, lambda, tu vois? Il y avait grave des voitures, immatriculées, dans les pays de l'Est, Ouais. et avec des voitures de, tu sais, qui se la pètent un peu. Il va là, donc il me dit: «Écoute, je vais voir quand même la patiente». Et en fait, il y avait pas mal de gamines qui avaient l'air d'avoir 15, 16 ans là-bas, Mmh. qui parlaient pas très bien français. Les mecs, ils étaient très chelous, et en fait, j'ai envoyé la police en parallèle. Et en fait, c'était un réseau de proxénétisme de pays de l'Est. Et donc celle qui t'avait appelée, la jeune fille? Bah, en fait, elle avait fait genre qu'elle avait mal au ventre pour pouvoir alerter, tu vois? Waouh! Mais sans nous le dire directement, du coup, parce que du coup, c'est nous qui avons deviné, et puis, bah, moi, du coup, j'ai renforcé, j'étais: «Ah ouais, il y a un truc vraiment». Ma collègue, elle me dit ça, et puis moi, du coup, je regarde le truc, je fais: «Ah ouais, vraiment, je sens qu'il y a un truc pas net», et du coup, il y avait ça, en fait. Et tu sais après comment ça s'est passé? Bah, après, on n'a pas trop les suivis, tu vois? Enfin, j'ai des suivis patients quand ils restent dans les hôpitaux et que voilà. Non, bah, là, après, c'est les flics qui ont géré, quoi, Mais hein. du coup, au final, avec ton intuition, t'as réussi à mettre le doigt sur un réseau de proxénétisme. Avec aussi ma collègue qui me dit: «Attention», mon collègue qui était sur place. Après, c'est un oui, Oui, c'est un ça travail d'équipe, oui, bien sûr. Mais ah oui, mais c'est à vrai la que base, oui, oui, voilà. Donc franchement, ça m'a marqué ça. J'étais en mode: «Ah quand même, c'est pas mal, hein». Donc c'est vrai que ça m'aide un peu pour tous les jours, ouais, c'est fou, hein. Si on revenait sur ton histoire personnelle, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, quand j'étais petite, enfin, genre, quand je dis petite, c'est-à-dire de mes 2, 3 ans jusqu'à mes, ouais, 10 ans, j'étais une petite fille très timide, j'étais vachement dans mon monde. Alors déjà, je pensais que j'étais une grande prêtresse de la forêt, hein. Je sais pas pourquoi j'étais partie dans un délire comme ça. Moi, j'étais très fan des légendes arthuriennes et des prêtresses d'Avalon. D'ailleurs, tout autour de nous, il y a énormément de comment tu pourrais décrire ça? C'est des livres de Bah, tu as des livres, bah, des romans classiques, des romans ésotériques, enfin des livres ésotériques sur l'art. Tu as pas mal d'objets, bah, historiques qui étaient, bah, regarde, tu as un appareil photo à l'ancienne, tu as des pierres, mmh, tu as des Vierges Marie, tu as un peu de tout ici. il y a C'est tout, ouais. vraiment, c'est une bibliothèque curiosité, quoi, tu vois? J'aime bien. Mmh. Ça ressemble à, bah, moi et mon mari, quoi, tu vois? C'est un peu nos 2 Zara à tous les 2, quoi. Donc tu pensais que tu étais une prêtresse? Oui, quand j'étais petite, hein, ça c'est moi, je pensais vraiment j'avais des pouvoirs magiques et tout. Enfin, vraiment, Bah, en j'étais, fait, tu en as, bah, hein. oui, du coup.
Et du coup, c'était rigolo, mais en vrai, c'était, vraiment, je pense, avec le recul, c'était pour me protéger parce que du coup, dans ma famille, c'était un peu compliqué. Ma grand-mère, ça se passait bien parce que j'allais chez elle, l'été. Je la voyais de temps en temps pendant l'année, mais très peu et en fait, je suis l'aînée de 3 petits frères et nos parents, ils étaient pas, tu vois, ils étaient enfin ma mère, elle a vécu les violences, donc moi, j'ai un peu capté ce qui se passait, j'étais la plus grande. J'entendais pas mal de choses. Bon après, de mon jeune âge, je pouvais pas faire grand chose, mais bon, du coup, je subissais malgré tout, tu vois? Pas directement, indirectement et du coup, je pense que ce côté un peu magie, tout ça, ça m'a permis un peu de m'échapper, tu vois? Je pense en tant qu'enfant. Maintenant que je suis maman, donc j'imagine, tu vois? Et après, Tu dans ton monde, ouais. ouais, j'étais dans mon monde, total. Je lisais beaucoup, les Harry Potter, les machins. Bon, Harry Potter avant que J.K. Rowling, elle devienne, Connue? non, qu'elle devienne transphobe, là. J.K. Rowling, Ah! c'est un truc de ouf, hein. Ah, je savais pas ça. J'étais dégoûtée. Transphobe. En fait, elle a ouvertement dit qu'elle était transphobe et du coup, en fait, qu'elle finançait Ah, en des trucs. effet, ça me parle. Ouais. Donc un peu deg parce que du coup Contre mais les trans, ce ouais. qui est hyper trop bizarre parce que quand tu lis des bouquins Harry Potter, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je les ai vus à l'époque, hein, après il faudrait peut-être que je relise avec mon regard d'adulte, mais c'était hyper inclusif, tu vois? Bon, j'ai pas compris. Mais Bref, bien sûr. c'est la petite parenthèse Parenthèse. ça, parenthèse, je suis déçue de toi, OK? Ouais. Et bref et du coup, Charmed, tous les trucs un peu comme ça, tu vois? Le Genre, c'est sorcier, ça de ouf. Du coup, à l'âge de 12 ans, ma grand-mère, elle m'a offert mon premier tarot de Marseille, à moi toute seule, du coup, j'étais trop contente et tout, donc je faisais mes petites cartes et tout. Enfin, je tentais quoi, je faisais des tirages, parce que les personnes enfin moi, ma grand-mère était hyper protocolaire, donc il y avait certains types de tirages. Fallait que tu aies les pieds au sol pour faire le tirage. Fallait que, tu avais ton tapis, tes machins. Bref, j'ai gardé quelques tips, mais après je pense que la spiritualité est propre à chacun. mmh. Tu vois? Et c'est vrai que, il y a beaucoup de choses, les gens ils peut-être c'est pour les sécuriser, hein, je pense, mais tu as pas besoin de suivre un protocole particulier pour pouvoir tirer les cartes, pour pouvoir vivre de ton art. Enfin, fais comme toi tu le sens, en fait. Voilà et ça m'a peut-être ça m'aurait peut-être un peu ça m'a un peu manqué quand j'étais plus jeune parce que je me suis grave pris la tête par rapport à plein de trucs, Parce que ta grand-mère, du coup, te oui, disait: «Sois ouais et puis même, protocolaire». enfin, tu vois, à l'époque, quand j'étais plus jeune, vers 17-18 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à avoir enfin, que j'ai compris qu'il y avait d'autres jeux de cartes aussi parce que ça a été la grande révélation de ma vie et du coup, c'était la mode de Dorine Virtue et Dorine Virtue, c'était une nana qui était à fond dans les anges, les archanges, tout ce qui était lumière, machin et ça me parlait pas du tout. Mais genre vraiment pas et j'étais en mode: «Mais du coup, ça me parle pas donc ça se trouve, j'ai une mauvaise spiritualité, ça se trouve, je suis pas du tout» alors que pas du tout, en fait, enfin, tu peux avoir, tu peux ne pas croire aux anges et pourtant avoir une spiritualité correcte, hein. Et du coup, je trouve que c'est bien qu'il y ait là Instagram, tu vois? Parce qu'Instagram, du coup, tu as tout. Mais du coup, je trouve que c'est bien que là, il y a les réseaux sociaux et que du coup, on peut ouvrir le monde un peu plus, et tu as de tout, tu vois? Et c'est ça qui est bien. Faut pas que les jeunes filles qui se lancent dans l'ésotérisme, faut pas qu'elles se bloquent sur quelque chose, tu vois? Genre, c'est pas parce qu'elle fait pas comme la voisine que c'est pas bien, quoi. Oui, il faut s'écouter, il faut Oui, avoir voilà. confiance dans son C propre, ouais, c'est ça. protocole. C'est ça, Mais voilà. quand tu débutes? Tu testes. Moi, c'est ce que je fais, j'ai testé plein de trucs et puis il y a des trucs qui me plaisaient pas, des trucs qui me plaisaient et puis, moi aussi j'ai mes petits trucs, hein, pour faire les cartes, hein, mais c'est parce que c'est moi, j'aime bien, tu vois? Mais c'est pas obligatoire Ouais, moi, de je me tire les cartes, pour comprendre le message, c'est compliqué. mmh. Toi, je te demande, que tu me fasses un tirage direct, tu me dis des trucs, ça fait écho. Oui, non, mais parce que c'est ce que je fais les cartes tout le temps aussi, c'est pour ça aussi. Enfin, toi, tu fais ça, plus, pour un conseil, tu vois? Ouais, Moi, je vais aller plus loin parce que moi j'ai l'habitude, mais après toi, si tu faisais les cartes tous les jours et que tu t'entraînais à t'écouter ouais. après c'est Après c'est en plus tu as une bonne intuition toi, tu le sais, mais c'est juste que tu t'écoutes peut-être pas assez, enfin, mmh. en même temps, c'est pas facile, hein, quand tu commences à avoir de l'intuition, tu te dis: «Est-ce que c'est moi? C'est pas moi?» Enfin, tu sais pas trop où aller, ça se travaille en Bah, fait, hein. oui, quand toute ta vie, du coup, moi, par rapport à mon histoire, c'est vrai qu'avant, j'écoutais absolument pas mon intuition, mes ressentis et là, ça fait quelques années, peut-être 2 ans que je commence vraiment à m'écouter et à écouter mes intuitions, ce que je ressens, donc oui, c'est assez Ouais. nouveau. Ouais, après, ça fait enfin moi, je sais que j'ai pas été tout le temps à m'écouter non plus, hein, c'est normal, hein, Pourquoi tu dis ça d'ailleurs? Parce que, si vraiment j'aurais écouté mon intuition, peut-être que ma vie, elle aurait pas été pareille, tu vois? Parce que, je pense que quand tu es plus jeune, ado, tout ça, comme tu dis, tu enfin, on est plus jeune, donc je dirais qu'on est plus, comment dire? On fonce tête baissée, tu vois? On fait pas attention, alors après, je pars d'un principe que chaque épreuve doit être vécue, c'est parce que tu dois la vivre, parce que faut peut-être que tu comprennes quelque chose.
Bon, bah, en l'occurrence, alors parce que moi j'ai, du coup un peu enchaîné les meurtres pendant des années. En gros, bah, mon premier amour quand j'avais 13 ans, il était violent, donc en sachant que mon père était violent, donc j'ai un peu reproduit ce que j'avais à la maison. Oui, parce que du coup, ton père était violent avec ta mère? Ouais, c'est ça, donc très compliqué et tout à gérer, donc du coup, moi, mon premier Donc amour toi, tu as reproduit, en fait, ouais, alors inconsciemment? inconsciemment, oui, voilà, parce que consciemment, personne n'a envie de Et se prendre des souvent coups, voilà. souvent, c'est ça, hein, Bah, tu oui, c'est ça, reproduis. hyper compliqué, ça s'est très mal passé, j'ai fait une dépression à l'âge de 14 ans, bah, super. Très jeune. Donc très jeune, j'ai commencé à fumer, bah, de la drogue, je suis partie habiter chez mon père, parce que ma mère, en fait, je supportais plus ma mère et je supportais plus, de le voir lui, tu vois, dans le même collège. Donc pareil, ça c'était une année de perdition, franchement, moi je suis maman maintenant, mon fils de 14 ans, il fait ça, je pète un câble, hein. Enfin, alors je sais pas si c'est les années 2000, c'était autre chose, mais alors franchement, enfin, je me suis mis grave en danger plein de fois. Il m'est rien arrivé, heureusement. Bah, j'ai dû avoir une bonne étoile, mais bon. À l'époque, je me dis, c'est chaud de laisser sa gamine partir en soirée avec des inconnus à 14 ans, complètement Ce défoncée, qu'ils quoi. savaient, tes parents? Bah, j'habitais chez mon père, il Ton calculait rien. ton père, il calculait rien, Il ouais. calculait rien du tout, je me scarifiais les bras, de là à là, je disais que j'étais tombée par terre, il dit: Ils «Ah te OK». croyaient? Ouais, si, j'allais pas chercher plus loin, tu vois? Tu te scarifiais parce que pourquoi, en fait? Bah, alors, là, c'est alors, la scarification, c'est quand alors moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai traité, c'est que je me sentais vraiment très mal dans mon corps. J'avais vraiment une grosse souffrance, hein. Et du coup, le fait de scarifier, c'est comme si je sortais un peu ce mal-être, mais après, du coup, tu culpabilises d'avoir fait ça, du coup, tu te ressens mal, du coup, tu recommences. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, hein, Et tu l'as fait pendant combien de temps? les bras, bon, j'ai arrêté, à 17 ans, je pense. 17 Ouais, ans, donc j'ai pendant arrêté. 3 ans à peu près? Ouais, de 13 3-4. ans à 17 ans, quoi. Ouais, Donc 4 ans, voilà. ouais. Après bon, bah, j'ai trouvé autre chose pour me faire souffrir, hein, j'ai eu des troubles alimentaires, je faisais du sport à outrance, je contrôlais ce que je mangeais, enfin voilà, c'était, moi ça passait toujours par le corps, hein. De toute façon, voilà, c'était le corps qui bouffait le pauvre en premier. Donc Et ce mal-être, pour toi, ça venait bah, de après j'ai pas encore tout démêlé, hein, parce que je non, mais pense ta que famille, c'était tes parents, le fait de oui, je pense que ça amenait des parents, le fait, bah, de pas comprendre ce qui se passait, le fait, bah, tu sais, hein, de toute façon, tu travailles dessus dans ton mentorat, le fait de pas libérer la parole ou justement où il y a des trop de non-dits et que toi, tu as vu des choses et que tu peux pas en parler ou que tu oses pas en parler ou que tu as pas les mots pour en parler parce que aussi, bah, tu es un enfant, même si tu as 14 ans, tu restes un bien enfant. sûr. Enfin, tu vois, enfin, je suis désolée, mais une gamine de 4 ans qui fume des joints et qui va dans des soirées, enfin, tu vois, Mmh. c'est pas normal, tu vois? À 14 ans, bon, c'est les Quelque premières expériences, mais quand même, tu vois, enfin, moi, à 14 ans, encore une fois, je suis maman, enfin, à 14 ans, mon fils, il faisait pas ça, tu vois? Et quelque part, tu essayais de fuir aussi ta réalité. C'était Oui, 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 c'est ça, d'accéder à un autre monde. Quand c'est tu ça. étais petite, tu le faisais avec, la magie, le fait de Oui. construire ton monde invisible. Là, tu le Oui, c'est ça. faisais, partir en soirée. Oui, bah, c'était un peu genre autodestructeur, un peu, enfin, clairement, c'est pas un peu, c'était autodestructeur. Donc du coup, je suis un peu restée dans cette autodestruction, bah, j'ai rencontré, le papa de mes enfants, donc Plus tard, quand à tu avais l'âge de 16 ans. ah très très jeune, Bah, oui, je OK. suis restée 14 ans avec lui, donc 16 ans. C'est pas arrivé d'un coup, les gens, c'est arrivé plus tard, mais en gros, bah, c'était un peu genre le mec mystérieux, tout ça, un peu inaccessible, tu sais, bon, la tête dedans, vas-y, j'y vais, quoi, tu vois? Bon, après voilà, il y a eu de l'amour et tout, donc ça je regrette pas tout ça, mais c'est vrai que, bah, il y a eu des choses où, bah, du coup, on va parler, des violences conjugales, hein, parce que comme ça sera plus simple d'expliquer. Mais, du coup, il y a une sorte d'emprise qui s'installe parce que, tu sais, c'est très insidieux, hein, c'est bon, en sachant que lui, avec une vie de merde, hein, donc ça n'excuse pas Tu veux son dire quoi comportement. par une vie de merde? Bah, il a pas, son père était alcoolique, il battait sa mère, il s'est fait adopter par son beau-père, enfin, il a appris ça très, 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 très tard, donc, tu sais, bon, après c'est sa vie, Ouais. je vais pas non plus trop en raconter, tu vois? Ça Et du coup, ce que tu veux dire par là, c'est que lui aussi, ton il ex-conjoint y a une ouais. base un peu bancale, tu vois? Donc voilà. Mais je dis pas que enfin, tu vois, c'est pas moi, pareil, j'ai eu, une vie pas forcément très facile, mais je suis pas une tortionnaire, tu vois? Je pense qu'on peut choisir qui on devient, tu vois? Après ça, c'est un autre débat, tu vois? Mais par exemple, comment dire? Tu sais, c'est la personne qui va chauffer le chaud, le froid, qui va te dire, que personne ne veut de toi, que tu es bête, que tu es conne. Moi, j'ai eu un gros complexe pendant très longtemps, je pensais que j'étais bête. Ce qui te rabaissait. Il me rabaissait, il me dit que j'étais bête, que je servais à rien, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps et en fait, je suis tombée enceinte de mon premier enfant à 18-19 ans. 19 ans, 19-20 ans, ouais 19-20 ans, 2010.
mais c'était pas, voulu. Tu De étais base, ouais. j'étais sous pilule, mais j'étais très contente. Par contre, quand j'ai su, par contre, là, ça a un peu là, les violences, elles ont commencé à être beaucoup plus, axées, depuis quand j'étais enceinte, où j'ai vécu toutes mes grossesses toute seule, où j'ai été très malade, j'ai eu des gros problèmes de santé et lui, il me croyait pas, il disait que je faisais exprès. Donc des fois, j'ai été mis à la porte parce qu'il était avec tous ses potes, dans l'appartement et du coup, il préférait, faire des soirées avec ses potes. Donc moi, je me retrouvais à la rue toute seule enceinte, donc j'allais chez ma mère. Enfin, c'était tout un délire, laisse tomber. Avec le recul, je me dis: «Waouh, c'est chaud» et en gros, lui, c'était ça, c'est rabaisser. Enfin, quand ça allait pas dans son sens, on aurait dit c'est un peu un enfant capricieux, tu vois? Fallait que tout aille dans son sens. Si ça n'allait genre, quand je lui disais, «Mais moi, je suis pas heureuse», parce que je formulais quand même que j'étais pas heureuse, que ça allait pas et tout ça et c'était de ma faute. Parce que j'étais trop chiante, parce que je lui demandais trop et que lui, il faisait qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, que en gros, c'était plus lui la victime que moi. Enfin, tu vois, c'était un peu voilà et Remise en question, 0. ah non, C'était mais toi le problème. une fois, il s'est excusé en 14 ans et encore, il s'est excusé et puis il m'a dit un autre truc. Du coup, c'était des fausses excuses, hein, c'était très con parce Ouais. que, en fait, entre Ethan et Ewen, je suis tombée enceinte et du coup, Ethan et Ewan qui sont tes 2 enfants. c'est ça et bon, ils le sachent, hein, je Oui. leur ai rien caché aux enfants. Donc pareil, c'était sous pilule et en fait, c'est suite à ça qu'on a su que, en fait, ça faisait plus effet à cause de la maladie que j'avais. Bon, c'est pas une maladie grave, hein, c'est que une sorte de c'est un truc hormonal à l'intérieur de mon corps, qui déconne un peu, mais du coup qui fait que les pilules ne font pas forcément effet comme ça devrait. Et du coup, je dis: «Bon, je dis: "Ethan, il a, 13 mois, 14 mois, je dis: "Peut-être qu'on pourrait le garder, comme ça fait des enfants pas trop, éloignés"». Et en fait, lui m'a foutu un gros coup de pression, il m'a obligée à avorter. Alors je te raconte Malgré pas ton gré, contre ton gré, quoi. ouais. Donc du coup, c'était très compliqué pour moi parce que, je pleurais. Alors déjà, ça maintenant que parce qu'à l'époque, j'étais pas dans le médical, j'étais, dans le commerce et avec, le recul dans le médical, tu vois une nénette de 22 ans qui est en pleurs, qui fait des crises d'angoisse et qui moi franchement, je me suis excusée auprès des infirmières et tout. Ah c'était horrible, hein. Ah mais horrible de chez horrible et j'étais avec une copine qui m'avait accompagnée et je me rappelais même plus qu'elle était là. Parce qu'on en a reparlé il y a quelques années et je me rappelais plus. Genre, amnésie traumatique et je me dis: «Mais les gars, ils ont pas capté que» enfin, tu vois? Enfin, moi, en Que tout tu cas, étais je suis aussi mal, soignante ouais. et que je vois une nana comme ça, mais je me pose des questions, en fait, Et tu vois? Donc là, ça a été un peu la descente aux enfers, tu vois, encore plus et après, bon, j'ai des petits trous de mémoire parce que j'ai pas encore tout résolu, hein, parce qu'il y a des trucs que je pense que mon corps, il veut pas que je me rappelle, enfin ma oui, tête, ton hein. cerveau, il t'a protégé aussi, Voilà, c'est ça. Donc après, j'ai été voir une sophrologue et je crois que j'ai été voir une petite thérapeute pour travailler là-dessus, tu vois? Mais encore une fois, ça, c'est un truc qui me vénère, ça. C'est qu'en gros, les victimes, enfin ceux qui subissent, quoi, tu vois? Ils doivent aller se soigner à cause de connards ou de connasses qui te font des trucs de ouf, quoi, tu vois? Ça me tu sais, alors que c'est eux qui devraient y aller ou nous Mmh. payer, tu vois, au moins. Ouais. Bon, ça, c'est ma petite vendetta, prochain président de la République, je vais lui soumettre ça. Je rigole, enfin, ça aurait pu être, intéressant. Et après j'ai eu Ewen Donc ton deuxième et enfant, ton deuxième enfant, donc pareil, laisse tomber les grossesses, ça a été, un enfer, parce qu'il j'ai était toujours là, te bah, maltraitance psychologique? ouais, beaucoup psycho, tu vois? Et en gros, Par les mots? ouais, par les mots et puis, le fait d'être, enfin, tu sais, des fois, il me parlait pas parce qu'il essayait de pas me parler, j'étais avec le gamin de 2 ans enceinte de 4 mois, j'étais pas bien, je vomissais parce qu'avec avec l'angoisse et tout, ils s'en battaient les couilles, enfin, genre en mode, il me dit: «Tu te démerdes, tu te démerdes». Et le fait, lui, de voir, parce que t vous aviez votre enfant, enfin, il voyait l'enfant, il sentait pas, il s'en Non. foutait de d'être comme ça? Ouais, non, il s'en foutait parce Ça lui que traversait pas l'esprit de ce non. qu'elle Et je pense qu'il sait pas qu'il aime pas ses enfants. Je pense qu'il aime ses enfants. C'est juste qu'il était pas en capacité d'accéder à ces émotions-là parce que de par son passif et compagnie, tu sais, je pense qu'il avait beaucoup de colère envers sa mère et du coup forcément, il a transféré tout sur ma gueule et du coup, toute la violence et la colère qu'il avait envers ses parents et sa mère en particulier, c'est moi qui trinquais, quoi. Et puis du coup, moi je mémoire transgénérationnelle, bonjour! J'ai tout revécu, que ma mère a vécu, ce que ma grand-mère a vécu, parce que, ouais, toutes les femmes de ma famille ont vécu des violences, hein. Ça, je l'ai su. Bon, ma mère, je le savais, mais ma grand-mère, je l'ai su sur le tard et tout, mais je m'en doutais un peu. Mais j'avais pas conscience à l'époque que c'était pas normal, ce ouais. que je vivais, d'accord? Voilà, je savais que je m'étais dit que j'attendais que les enfants soient grands pour partir et compagnie. Je pense qu'on se dit tout ça, hein. On dit: «Oui, les enfants», on reste pour les enfants, mais moi, à la fin, je suis partie pour les enfants.
parce que du coup, mon discours, il a changé. Parce que, bon, les violences se sont suivies, j'ai eu des violences physiques, ça a été très compliqué, beaucoup de rabaissements. Vraiment, j'avais une piètre opinion de moi, c'était horrible. Bah oui, vu qu'il te rabaissait tout le temps. Voilà, donc enfin, tu te dis, bah, moi, je vais jamais réussir, enfin, voilà, c'était, un délire et en fait, en 2019, mon père est mort. 53 ans, en fait, très compliqué parce que, ça arrivait un peu subitement. Donc même si mon père après on peut ne pas aimer ses parents pour plein de raisons. C'était un peu ambivalent pour ma part. C'était parce que voilà, je le détestais, enfin je le détestais en même temps je l'aimais, tu vois? C'était un peu compliqué. Puis dans ces cas-là, quand ton père il est en réanimation, qu'il fait, 35 kilogrammes et qu'il est en train de mourir, bon bah, tu vas quoi, tu vois? Tu Mmh. vas et en fait, il m'a appelé quelques jours avant de mourir pour, s'excuser de tout, en fait. Genre vraiment, mea culpa de bâtard et tout, Il enfin se genre rendait compte qu'il t'avait fait énormément souffrir, du oui, coup? voilà. Alors moi, ce message-là, je l'ai archi mal pris. Vraiment, hein, genre j'étais hyper en colère. J'ai dit: «Mais en fait» je lui ai pas dit, hein, parce que du coup, c'est ma colère à moi, je vous l'ai pas dit parce que je me suis dit: «Voilà, c'est pas le moment». Mais, je me suis dit: «En fait, le gars, il attend de mourir pour dire des choses comme ça», tu vois? Genre: «Je t'aime ma fille», genre il me l'avait jamais dit de sa vie, tu vois? Enfin, peut-être quand j'étais petite, mais je me rappelle plus, tu vois? Et j'étais hyper en colère et je me suis dit: «Putain, mon père, il est mort avec tellement de regrets». Parce qu'en vrai, tu sais, c'est ça. Ouais, mais au final, il t'a dit quand même, Ah avant oui, de mourir? mais après, tu vois, là, c'est OK pour moi, hein, j'ai fait le mais sur le moment, vraiment très en colère. J'ai eu mes 30 ans, Donc là, tu étais encore avec le père de ton toujours enfant? avec le père d'enfant. D'ailleurs, je vais mêler un petit peu ésotérique et la vie, c'est que moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, mais vraiment, littéralement, je pense que je suis la meuf qui rentabilise le plus son abonnement Deezer et en fait, impossible pour moi d'écouter de la musique après la mort de mon père, mais vraiment, genre impossible. J'y arrivais plus et le jour de mes 30 ans, j'étais en voiture pour aller acheter, bah, ce qu'il fallait pour mon anniversaire et là, il y a une musique qui passe à la radio. Un peu style années 80, mais hyper moderne et tout et genre j'ai trop kiffé et je me suis dit: «C'est mon père qui me l'envoie pour mon anniversaire». Pourquoi tu as fait le lien avec ton père? Bah, je sais pas, pour moi c'était, comme ça que je l'ai pris. Et ton père avait un rapport avec cette musique à la base ou pas? Bah, non, c'était une musique qui venait de sortir, en fait, donc aucun rapport, mais du coup, je sais pas, je l'ai pris comme ça D'accord. et depuis que j'ai eu cette musique-là, j'ai pu réécouter de la musique après. Tu l'as pris comme un signe? Bah, ouais, le jour de mes 30 ans, j'écoute plus de musique et là, bam, il y a cette musique qui arrive. Je me suis dit: «Waouh, c'est» enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai pris, pour moi, c'était Ouais. comme ça. Mais c'est fou que tu l'aies associé à ton père. Ouais, bah, je sais pas et bah, c'était Blinding Light de Weeknd. D'accord. Voilà, j'adore cette musique. Donc il y a mes 30 ans qui passent, le Covid arrive, donc autant te dire qu'au SAMU, le Covid, j'ai morflé sa mère. Ah beh, c'était tellement horrible, mais horrible. Mmh. Je travaillais nuit, je travaillais de jour, je faisais des heures de ouf. Je devais gérer l'école à la maison avec les enfants et encore une fois, j'étais toute seule Bah oui. parce que j'avais pas de soutien du tout. Ça va que j'avais mon frère et ma belle-sœur, ma belle-sœur est prof et tout, donc elle a pu me les prendre 2 semaines pour, moi que je puisse souffler parce qu'en fait, j'y arrivais plus quoi. Enfin, tu fais des semaines à 70 heures, tu dois gérer des gamins. Ewen, il était en CP, je devais lui apprendre à lire. Enfin, moi franchement, je suis pas prof, hein. Enfin, bravo aux profs des écoles parce que c'est un taf de monstre qu'ils font. Enfin, parce que du coup, moi je me suis retrouvée face à un gamin, que je devais, lui apprendre à lire. Je fais: «Mais comment on fait ça quoi?» Genre j'ai pas les Mmh. techniques puis même le coup, enfin c'était très, très dur psychologiquement. Le SAMU pendant le Covid, je savais plus quoi faire. Enfin, on avait des gens, tu sais, bah, il y avait les urgences habituelles et le Covid. Il y avait des gens qui avaient 35 piges, qui faisaient des arrêts cardiovasculaires, qui n'avaient pas de place en réanimation, pas de place en musique. Enfin des centres, enfin des, services, cardiologie. Parce qu'en fait, le Covid, il y avait tous les lits qui étaient pris et en fait, bah, ces gens-là, ils sont morts parce qu'en fait, on n'avait pas de lit et j'ai vu des médecins pleurer et s'effondrer sur le plateau. Enfin, c'était et tu sortais de là-dedans, bah, il y avait pas un chat dehors. C'était hyper sidérant. Et toi, en plus, tu arrivé chez toi et là, dans cette Et bah, ouais, je avec subissais, derrière, c'était horrible et en fait, pendant le Covid, je suis tombée sur le violentomètre et je connais qu'est-ce que c'est le violentomètre? alors, c'est une sorte de, comment t'expliquer? Comme un thermomètre, je dirais, où ça va du vert, du jaune au rouge et en gros, bah,
Le vert, c'est OK, genre en mode, il prend soin de toi, il tu confiance en lui, enfin des trucs un peu C'est des normal. phrases du coup Des qui est phrases, écrit voilà, avec des couleurs. c'est ça. Donc il y a 3 couleurs. T'as donc vert, c'est OK. OK, jaune, attention, rouge, va-t'en. OK. Moi, j'étais au dernier stade du rouge. J'étais là: «OK» et du coup, j'étais: «Ah oui, c'est chaud quand même», tu vois? Tu as eu une première prise de conscience en te disant: Ouais, «Là, je suis dans une situation». bah, déjà là, pendant le covid, j'étais arrivée à un sorte de point un peu de non-retour où je me suis déjà de base, je savais que j'allais pas rester là. Je savais que fallait que je parte parce que là, je commençais vraiment, enfin, c'était beaucoup trop. Là, Tu ça Ouais. a vraiment validé. En fait, je me suis dit: «Ah oui, en fait», parce qu'en fait, tu te dis: «Mais ça se trouve, je suis folle, en fait. C'est moi qui fais de la merde. C'est moi, je suis la méchante de l'histoire». Parce que quoi que tu fasses, en fait, tu t'en prends plein la gueule. Ça a vraiment, validé mes ressentis, donc ça fait hyper du bien. En même temps, ça fait mal à la gueule, hein, on va pas se mentir. Je suis là: «Mais putain, mais en fait, depuis le début, quoi, enfin, ça va pas, quoi. J'aurais jamais dû», ça faisait déjà des mois et des mois qu'il y avait plus de relation, qu'on dormait plus ensemble, donc on va dire que le couple était déjà plus Plus là, existant, ouais. enfin voilà, même si on vivait sur le même toit. J'ai mon grand-père qui est mort aussi. J'ai tout enchaîné moi dans le Et covid, à quel moment tu horrible. t'es dit: «OK, je pars»? Bah, en fait, j'ai eu l'héritage à mon père et du coup ça m'a grave aidée parce que, bah, financièrement, tu des sous de côté, donc tu peux te permettre, parce que moi quand je suis partie, mais lui il voulait pas. En fait, c'était pas possible. Je ne pouvais pas partir. Ce n'était pas Lui possible. t'empêchait. Il m'empêchait. Donc je pouvais pas lui dire frontalement: «Je «Je pars», pars». parce que je savais que ça allait être l'horreur. Lui t'aurais pas laissé partir. Donc je devais faire tout en secret pour préparer, tu vois? Et c'est donc tu avais ça et à côté tu avais ton travail au SAMU. Donc pression énorme, charge mentale Ah oui, énorme, non mais plus tes enfants à gérer. c'est ça. Donc du coup, bah, je devais jongler entre tout ça. En fait, je voulais attendre vraiment septembre, octobre avant de partir. Mais j'avais acté, enfin, c'était acté que c'était fini, quoi, vraiment. Enfin, moi, dans ma tête, mais je pouvais pas lui dire parce que Tu le savais. je savais, c'était fini. Et il s'était passé trop de choses. Enfin, le Covid, ça m'avait vraiment achevé pour le coup. En août, il y avait l'anniversaire de ma meilleure amie, et j'ai eu cette grande discussion avec elle en mode, «Ah ouais, c'est bon, là, j'en ai marre des hommes, enfin, je peux plus, enfin, j'en ai trop marre, enfin, ça me fait trop, enfin, il me fait trop souffrir, moi, je veux être heureuse, quoi, j'ai le droit d'être heureuse, quoi, tu vois? C'est pas possible, je peux pas être tout le temps malheureuse comme ça, quoi». Donc des prises de conscience déjà, là qui C'est ça. commençaient à naître. Et du coup, j'avais objectif, je voulais faire tous les cocktails de la carte, je crois que j'étais à 3 grammes d'alcool le soir, enfin à 22h, enfin bref, mais j'étais dans un univers festif, j'étais contente, tu vois? Et en fait, il y a Julien qui est arrivé à la soirée, Donc Julien, c'est, mon mari. ton mari actuel, mais à Ouais. l'époque, ça ne l'était pas? On se connaissait pas et donc là encore, je vais parler d'ésotérisme parce que il faut en parler. C'est qu'en fait, Julien, toute notre vie, on aurait pu se rencontrer parce que tous nos chemins se sont toujours croisés et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur le fil rouge qui lie 2 personnes qui Mmh. s'entremêlent mais qui se croisent pas et qu'à un moment ils se croisent. Julien, il a fait la fac avec ma meilleure amie et toi Fac par de ex psycho. fac de psycho, non, il est psychologue et toi par exemple, ma meilleure pote des fois on prenait le train et tu vois elle faisait son stage à Juvisy, c'est une ville dans le 91, avec Julien et des fois moi je récupérais ma meilleure pote à Juvisy et on aurait pu se rencontrer là. Ouais, mais c'était Elle pas le faisait des moment. soirées et elle nous invitait tous les 2. Un Mmh. coup je venais, un coup il venait pas, inversement. Hem, je connaissais son cousin. Enfin, genre son cousin, je le connais depuis 10 ans et Mmh. lui, en fait, il le connaissait pas parce que ses parents, ils se sont perdus de vue et ils se sont retrouvés il y a pas longtemps. Enfin, tu vois? Trop de trucs comme ça C'était pas le bon moment. et là, c'était apparemment le bon moment. Mmh. Donc du coup, on s'est rencontrés et tout et ça a été, bah, le début, bah, du coup, ça a un petit peu, ça m'a donné un peu de force, tu vois, aussi pour partir aussi, tu vois? Un Enfin, peu un ça élément déclencheur. voilà, j'avais déjà le déclenchement, mais ça, on va dire, ça a appuyé, les choses. Et en plus Il me mettait pas de pression ou quoi, hein, parce que lui, il était au courant de ma situation, c'était un peu compliqué. Après ah je mais suis il y avait déjà eu un petit coup de cœur du coup mutuel? ouais, ouais, clairement, hein, D'accord. franchement, c'était, Et ce qui est dingue, c'est que donc Julien, donc ton mari actuel, lui est psychologue et notamment spécialisé aussi pour les enfants. mmh, ouais et encore à l'époque, quand je l'ai rencontré, là, il était pas en CMP, il était, à l'ASE et il travaillait aussi avec un pavillon, mère-enfant, dont les femmes qui avaient vécu des violences conjugales. Donc du coup, c'était voilà, tu vois, la synchronicité était assez marrante et en fait, Donc vraiment l'opposé de ton premier partenaire, oui, du ah ouais, ouais, père de tes enfants. bah, oui, oui, clairement, hein, pas du tout la même personne, c'était, le jour et la nuit donc c'était un peu bizarre, tu vois, du coup, au début, parce que, bah, tu pas habitué, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là aussi, tu étais
prête à accueillir quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui prenne soin de toi, qu'une Bah, partie de toi en avait envie. oui, voilà. Mais c'est vrai que c'était niveau timing, j'étais pas, à la base, je voulais pas du tout, me mettre dans une histoire parce que déjà, j'étais en train de régler l'autre histoire d'avant, ça c'était un Mmh. peu bon, des fois la vie fait que c'est comme ça, hein, écoute, Et voilà. comment tu t'en es sortie alors? Est-ce que Alors, tu étais sous emprise? bah, Beaucoup de là, rabaissement? l'emprise, elle avait un peu diminué parce que j'arrivais un peu à me décaler de tout ça et en gros, moi, je voulais absolument que, les enfants, ils aient une dernière vacances en famille parce que bon, on partait très peu en vacances parce que lui, il aimait pas les vacances. Donc là, j'avais envie d'organiser un truc, donc j'avais invité un de mes petits frères avec moi. Comme ça, il y avait quelqu'un, voilà. Si ça se passait mal? Voilà, mais même, enfin, surtout que ça s'est bien passé parce qu'il était obligé de faire poker face. Il y avait ma famille, tu sais, les gens, les mecs violents, donc enfin, dans le public, c'est le mec parfait. Il est très gentil, très avenant, machin. Mmh. Donc ça va, j'étais tranquille. Et en fait, on est rentrés et j'avais commencé un peu à regarder les apparts et en fait, il y avait un week-end avec tous nos potes, en commun, pour les 30 ans de plein d'autres potes qui avaient pas pu les fêter parce que c'était pendant le covid. On avait organisé un week-end. Donc je m'étais dit: «Bon, vas-y, j'y vais, voilà, ça va être le dernier week-end vraiment, Tous ensemble. tous ensemble». Et en fait, c'était horrible. Ah, le week-end, horrible. Puis tu sais, les gens savent, mais ils ne Horrible veulent à cause de lui du coup, à voilà. cause de ton du partenaire? Voilà et en gros, tu sais, il voulait me forcer à que je l'embrasse alors que ça faisait des mois qu'on s'embrassait plus, ça faisait des mois qu'on se touchait plus, il a voulu me forcer. J'ai failli me prendre, il a failli me foutre dans la gueule dans la piscine, enfin genre, ça a été un week-end de l'enfer et là, j'ai dit: «Là, je Donc peux il pas». était agressif, Agressif, il voulait te c'est forcer. ça, voilà et puis les gens le voyaient, en fait, c'est ça le pire, ses potes le Donc là, il se voyaient. cachait pas trop? Non, mais en fait, je passais pour l'emmerdeuse, en fait, tu vois? Genre celle qui voulait pas embrasser son mec et tout Et et personne n'était au courant de la situation? bah, je pense qu'il le savait, mais qu'il ne voulait pas savoir. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il voyait, mais que personne ne le toi, par exemple, tu avais pas raconté à quel point c'était Bah, franchement, j'avais, une très bonne copine d'ailleurs à qui je parle plus du tout parce que, bah, elle m'a complètement j'ai perdu beaucoup d'amis, hein, avec, ça, hein et avant de partir et tout, je me suis effondrée. Alors je pleure jamais devant les gens. Je me suis effondrée en larmes et avant de tout. partir de ton week-end, du coup? Ouais et Ouais. je lui ai dit: «Écoute, ça va pas et tout, je sais pas, j'ai dit: «J'ai peur pour ce week-end». Elle m'a dit: «Mais non, mais t'inquiète, ça va bien se passer». Voilà, tu vois? Genre en mode, enfin, tu vois quelqu'un qui souffrerait vraiment. Moi, j'étais vraiment pas bien et j'avais En très, fait, très les gens, peur. ils se mettaient pas du tout à ta place. Non, mais Ce qui regarde, ça dérange. Qu'est-ce qui dérange? Bah, le fait que ah oui, donc du coup, en fait, mon pote, c'est un connard, Ouais, ça dérange. Donc du coup, bah, moi, je pars d'un principe que les gens qui font ça, c'est eux-mêmes des gens violents. Parce que pour que tu puisses, accepter qu'une personne se se fasse fasse maltraiter. maltraiter devant toi, c'est que tu tolères ça et que du coup, tu es toi-même persécuteur. Moi, personnellement, je vois ça devant moi, je pète un câble. Je dis: «En fait, tu te calmes tout de suite, en fait, je m'en bats les couilles». Moi, j'ai pas peur de me prendre des coups, hein. Franchement, Mmh. je vais direct, cache pistache, j'y vais, quoi. Donc tu t'es pas sentie soutenue du tout ce Ah non, week-end-là? c'était horrible. Donc du coup, là, j'ai dit: «Là, je ne peux plus rester». J'ai dit: «Là, je vais lui dire: je pars vraiment». J'avais trouvé un appart et tout ça, tu vois? Pas très loin du coup parce que, bah, pour que les enfants finissent la primaire tranquille et en gros, bah, alors là, ça a été l'horreur. Là, j'ai dû partir chez une pote à Créteil carrément, genre à 40 kilomètres de chez moi. Parce qu'en fait, moi, je travaillais, alors quand je travaillais, dans l'ancien SAMU, je travaillais à distance sur un PC et le SAMU m'appelait et je devais gérer mes patrouilles avec mon PC, tout ça chez moi. Et lui, entre 2 interventions, il me en foutait plein la gueule et genre, il arrêtait pas, il arrêtait pas, il arrêtait pas. Il me rabaissait, il disait que c'était de ma faute, que j'étais qu'une grosse merde. Parce qu'il voulait pas que tu partes? Ah ouais, il faisait tout. Il m'empêchait de dormir et tout, hein. Enfin, c'était devenu invivable et d'ailleurs, j'avais tout enregistré avec mon Mac, je me rappelle. Je m'étais dit: «Je vais tout enregistrer, il est là» et tout, il balançait tout et puis à un moment, je sais pas pour ah ouais, il m'a fait un truc aussi, alors lui, il est complètement taré. Genre, pour l'avortement, il m'a reparlé de l'avortement. Et il m'a dit: «Ouais, je m'excuse pour l'avortement». Ça me j'étais: «Ah bah, putain, il fait Merci, preuve ouais. d'humanité, c'est gentil», tu vois? Mais il m'a dit et après bam, il rebondit: «En même temps, c'est de ta faute, tu avais qu'à plus insister». Waouh, OK. J'ai dit: «OK, le gars, il a rien compris» et à un moment, tu vois, alors en sachant que, tu sais, je t'avais dit tout à l'heure, ado, je fumais beaucoup, et j'ai arrêté en fait quand j'ai su que j'étais enceinte de Ethan et j'ai jamais repris. Je sais plus ce que je faisais, je cherchais un truc, un DVD, bah, c'était toujours la même période, hein, quand je te parle, hein, c'est dans Ouais, l'année ouais, et là, je vois un sachet de bœufs. d'accord. Je fais: «Attends, c'est bizarre ça». Donc je fais une photo, je lui envoie, je fais: «C'est quoi ça?»
Il me dit: «Ah parce que je suis un peu stressée en ce moment machin», je dis: «OK». Bah, je dis: «Bon, c'est pas ouf quand même avec les enfants et tout, enfin quand même faut faire attention, je suis pas trop fan», tu vois? Quelques jours après, je recherche un truc et tout et je retombe sur le même délire, tu vois? Je regarde et je lui dis: «Ah bah du coup tu l'as rangé où ton truc?» Il fait: «De quoi tu parles?» «Bah, tu avais un sachet là». Il fait: «Non». Il m'a dit: «Tu es complètement folle ma pauvre». Ah, il t'a accusée de menteuse? Bah ouais, des trucs de mais genre le mec vraiment il est parti en cacahuète. Donc j'ai trouvé, du coup, en sachant que donc j'ai trouvé l'appartement, un peu plus haut, parce que c'est un village où j'habitais avant, donc c'était un peu compliqué. C'était soit en dessous de chez lui, hors de question, soit plus haut. Donc je suis partie plus haut. C'était un 36 m². C'était sympa, mais c'était vraiment juste pour la transition, tu vois? Et je suis partie avec rien. J'ai pris que mes fringues. T'as pris tes enfants? Alors les enfants non, parce que j'ai préféré qu'ils aillent chez alors Ah j'aurais oui, tout expliqué, hein. Ils sont partis chez ma mère, je voulais pas qu'ils voient tout ça, donc c'était un peu dur déjà pour t'as nous. voulu les protéger? Ouais, c'est ça. Bah, Parce qu'ils après avaient vu déjà beaucoup de choses c'est et ça. donc ils sont partis chez ta mère. Voilà, le temps que je déménage, j'installe tout et en fait, bah, je suis partie avec rien. J'avais rien. J'avais que mes fringues, il a voulu que je prenne, rien. Il a voulu tout garder, j'avais 4 cartons, quoi. J'ai tout acheté sur le bon coin, je me suis refaite, ça a Tu été, étais mariée? Non? non, non, j'ai toujours refusé de me marier avec lui. Ah, tu sentais que Là, c'est il y a un truc, non, ça ouais. passait pas. Bah, c'était très compliqué parce que du coup, on n'en parle pas beaucoup, mais le après violence conjugale, c'est l'horreur. Comment on s'en remet? Bah, avec beaucoup de travail parce que tu vois, moi, je suis sortie de là-dedans, j'ai toutes mes angoisses qui sont tombées, tu vois? Et genre, Ils sont apparus? ouais, j'étais hyper angoissée, je mangeais plus, je vivais les volets fermés parce que j'avais peur qu'ils m'épient, j'avais peur de plein de trucs et Tu avais peur qu'ils toutes mes angois reviennent, qu'ils ouais et te puis tous les souvenirs traumatiques qui reviennent. Donc moi, en fait, j'avais fait appel à une coach que j'avais déjà eue, quelques fois pour le décès de mon père et qui m'avait beaucoup aidée, pour me remettre un petit peu dans le mood, tu vois? Mais du coup, ça a été, 2020-2023 on va dire. Bon, j'ai vécu des choses incroyables avec Julien, c'était trop bien. donc ton nouveau partenaire d'aujourd'hui, ton C'est mari, son mari, voilà. c'est le psychologue. Mais tu vois, c'était, on en parlait un peu hier soir avec lui d'ailleurs. C'est tu vois, c'est un peu effractant parce que tu as ma nouvelle vie qui est très bien, mais tu as mon ancienne vie. Et mes enfants font partie de mon ancienne vie et de ma nouvelle vie. Mais du coup, bah, avec des choses qui me sont encore très dures pour moi, mais en même temps, je vis des trucs super bien. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre des fois, tu sais, Mmh. j'ai l'impression que j'ai 2 personnes en moi, tu vois? Alors que c'est et puis c'est ça aussi, quand tu vis, une relation d'emprise où tu dois te complaire à l'autre, tu sais plus qui tu es à la fin. Donc ça aussi, retrouver, ce qui t'animait, est-ce que ça j'aimais vraiment ou est-ce que j'aimais parce que machin? Enfin, tu vois? Essayer de se retrouver, de voir ce que t'aimes pas, tout ça. Comment tu as fait pour, retrouver ton identité? Bah, du coup, j'ai essayé de voir un peu ce qui me plaisait avant tout ça. Donc bah, les cartes, hein, les cartes et bouquins, ça j'ai toujours aimé, l'art et tout, donc les dessins, donc ça se restait un peu fixe et tout. Tu vois, par exemple, j'avais jamais pris l'avion, jamais voyagé parce que tu sais avec, bah, l'emprise, tu t'autorises pas à être libre, tu vois? Donc un peu compliqué. Moi, la première fois que j'ai fait un voyage et j'étais à Rome avec Julien, mon corps me bloquait. J'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes Mmh. et pourtant, j'étais encore sportive à l'époque donc c'est pas comme si, mais le fait de m'autoriser à être libre et ben, mon corps se bloquait. Parce qu'ils connaissaient pas Ben aussi. voilà, donc j'ai suivi, j'ai quand même profité du voyage et tout, mais comme quoi, tu vois, l'emprise, ça des années après, ça a encore un impact. J'ai, fait un burn-out en 2023, Au heu, travail? lié au travail et aussi lié avec ce que j'avais vécu évidemment. C'est ce que m'expliquait le psychiatre, justement enfin j'ai un peu tout mélangé, mais pas le psychiatre du burn-out. En gros, j'ai vu un psychiatre par rapport à la plainte que j'avais posée, parce que du Mmh. coup ça, j'en ai pas parlé, mais Tu en as gros posé une plainte, ouais. oui, parce qu'en fait, je parlerai du burn-out après du coup, parce que ça a pas de on va pas comprendre. Mais en gros, j'ai fait un JAF pour récupérer les enfants. Alors Jaf, tu peux expliquer ce que C'est c'est? un juge des affaires familiales, c'est pour, statuer sur la garde des enfants. Donc en sachant il ne s'est jamais occupé des enfants, il ne sait pas, du tout ce que les enfants aiment, machin, tout ça. Bah, en gros, il a tout fait pour, récupérer la garde, 1 semaine sur 2. Donc moi, La garde alternée. c'est ça. Donc moi, j'étais contre. Alors concrètement, j'étais contre parce que, je savais que ça allait partir, ça c'est pas possible pour eux, quoi. J'ai fait 3 JAF différents et en fait, lui, il a porté plainte pour diffamation par rapport aux attestations que j'avais eues des gens. Elle disait que c'était faux, quoi. Voilà. Donc sauf que, moi, quand j'ai quitté le domicile, en fait, j'étais obligée de déclarer à la gendarmerie que tu quittes le domicile conjugal quand il y a des enfants, pour éviter que l'autre personne, Porte porte plainte. plainte pour abandon. Et ce gendarme-là, je l'ai retrouvé
Parce que lui, il avait capté que c'était pas qu'une séparation normale. Et le gendarme là, c'est lui qui m'a reçue du Pour coup, la qu'il plainte? m'entende pour la plainte et il m'a dit: «Là, il faut que vous vous défendiez». Donc, c'est ce que j'ai fait. Quand tu fais une plainte pour violence conjugale et on te pose beaucoup de questions, c'est très lourd, ça dure 3 heures, littéralement 3 heures, hein. Donc tu dois te rappeler tout ce qui s'est passé, dire les choses et tout ça. Et après tu vas voir un psychiatre, à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital pour jauger, en 2 termes de traumatisme, ce que ça te fait sur toi. Donc moi, j'avais eu 7 jours d'ITT, c'est 7 jours d'incapacité totale de travail et avec un stress post-traumatique, avec un syndrome anxio-dépressif suite aux violences. Donc il m'a dit, là en fait, c'est simple, il m'expliquait un peu, c'était très intéressant, ce qu'il m'a dit: «Vous avez été en mode survie pendant X années. Donc en fait, votre système nerveux ne sait pas réagir normalement à un danger parce qu'il est tout le temps en mode alerte». Donc il m'a dit: «Là, va falloir que vous fassiez attention parce qu'à un moment donné, votre système, il va complètement s'effondrer. Parce que, vous êtes plus en mode alerte, donc il y a plus besoin de ça. Sauf que, il sait pas faire normalement». Bien sûr. Et c'est là, du coup, je rebondis sur le burn-out. Donc là, en fait, c'est complètement mon corps qui m'a Qui lâché, lâche. qui lâche du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup de réminiscences. Donc les réminiscences, c'est des souvenirs traumatiques qui reviennent que tu as oubliés. Pendant ta relation, du coup, avec le père? Ou des souvenirs liés à l'enfance? Non, de relation avec le père. Avec le père. Et du coup, j'ai mis 9 mois à m'en remettre un peu et j'ai fait de l'EMDR. Le MDR, c'est une thérapie, en fait, qui est mise en place pour, alors à la base, c'était pour les soldats qui revenaient d'Irak, qui avaient des gros stress post-traumatiques et donc maintenant, c'est un peu ouvert à tout plus de monde. Mais en fait, moi, je pouvais ça me bouffait la vie parce qu'en fait, dès que Julien donc mon mari, me sortait une phrase, contexte normal, mais qui, moi, me rappelait un truc traumatisant, je partais complètement en cacahuète. Enfin, genre vraiment, j'étais une grosse crise d'angoisse, j'étais vraiment pas bien, et j'étais vraiment, j'en souffrais, hein. C'était, et du coup, à un moment donné, j'ai dit: «Je peux plus, quoi». Et le fait d'avoir un mari psychologue, Bah, des fois, c'est tu te bien, des fois, sentais c'est chiant. mais à ce moment-là, tu te sentais écoutée, tu te sentais comprise? Oui, alors après, je cherchais pas forcément. Bon, après, si je me suis mariée avec un psychologue, c'est qu'inconsciemment, j'avais besoin d'être comprise, évidemment, mais c'est que des fois, des fois, on a quand même des petits écarts parce que, tu sais, on n'a pas eu la même vie. Lui, il a eu une vie où là, il a été plus protégé, des parents plus contenants. Moi, j'ai une vie plus compliquée et des fois, on n'a pas le même regard sur la vie. Mais du Mmh. coup, c'est bien parce que, comme on a dit, le négatif de l'autre, tu vois? Et du coup, on s'enrichit l'un et l'autre, on se renforce l'un et l'autre Mais par et c'est rapport bien. à ta première histoire avec le père de tes enfants, là, ce qui est fou, c'est que c'est que c'est 2 personnes complètement opposées. Ah oui, non, mais clairement, Ça c'est a dû te pas faire bizarre de c'était cool. ouais. Parce qu'en fait, déjà tu te dis: «En fait, je suis pas si chelou que ça, c'est que c'est pas moi le problème», tu vois? Parce que c'est souvent tu te dis, «Attends, moi j'avais enchaîné 2 relations où je me faisais foutre sur la gueule et compagnie». Je me dis: «Bah, c'est que c'est moi le problème, tu vois? C'est pas possible» et en fait, du coup, non. C'est juste qu'il a fallu qu'on trouve notre propre temporalité tous les 2 parce que moi j'avais besoin de temps pour assimiler certaines choses parce que, je pense que c'est comme ça que tu guéris. Tu as besoin de temps de comprendre, et puis, lui, il est là, tu vois? Il est là, il me soutient, Mmh. Et tu as fait de l'EMDR ouais. ça t'a aidé? Ah ouais, j'ai grave vu le jour. En gros, avant le MDR, je prenais, 60 milligrammes de fluoxétine. Qu'est-ce que C'est, c'est? des antidépresseurs. Donc c'est une dose hyper, hyper haute parce que j'allais vraiment pas bien. Tu as pris pendant combien de temps? 9 mois et en fait, j'ai fait le MDR et le MDR, ça a vraiment, été, le jour et la nuit. Enfin, genre en mode, vraiment, j'ai vu le après et ça m'a vraiment aidée à aller mieux et du coup, j'ai pu arrêter mon traitement avec la psychiatre, tu vois? Et là, j'ai plus du tout de traitement, hein. Enfin, Et ça a été vraiment, libérateur. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui subissent des violences conjugales, du harcèlement, qui sont sous emprise? Déjà que c'est pas de leur faute, pas que enfin, des fois, tu sais, c'est un peu faute à pas de chance et puis, des fois, on reproduit des choses inconsciemment. D'en parler autour d'elles, d'en parler, d'en parler, d'en parler, de pas rester toute seule là-dedans parce que c'est le pire, c'est quand tu es enfermée. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais au travail, quand on m'a appris qu'il était reconnu coupable après la plainte, j'étais au travail donc avec des gens que je connais depuis des années, dont des amis d'enfance qui travaillent avec moi. Et je me suis effondrée et les gens, ils m'ont dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai dit: «Bah, ça y est, il a été reconnu coupable». Mais personne savait. Qu'est-ce qui se passait? Personne, moi, j'en parlais pas et en fait, il faut pas en fait, l'emprise et il t'isole les gens et toi, il faut que tu parles, même si c'est juste écrire ou quoi, il faut parler et se renseigner et se dire que c'est pas normal.
quelqu'un que tu aimes n'est pas censé te rabaisser, quelqu'un que tu aimes n'est pas censé te faire du mal. Ce n'est pas normal. Après, moi, je dirais plus un conseil pour ceux qui ont des gens de leur entourage qui vivent ça. Il faut pas les forcer à partir parce qu'ils sont pas en capacité de le faire. Il faut rester à l'écoute et sur le qui-vive et peut-être eux se renseigner auprès d'associations pour avoir des conseils. Mais en fait, si vous rentrez directement en conflit avec la personne pour dire mais bouge-toi, fais ça, machin, ça marche pas en fait. La personne elle peut pas, elle est pas en capacité de comprendre elle-même ce qui se joue. Donc restez Ouais. à l'écoute et disponible. Parce que quand la personne elle sera prête, elle aura besoin d'amis. C'est vrai que, très souvent, la personne sous emprise, elle se rend pas compte que Bah non. c'est dur, hein, et c'est vrai que et l'entourage, ils Bah oui, oui. comprennent pas, mais oui, en effet, tu as raison, faut montrer qu'on est là. Il y a une dépendance à l'autre et puis, bah, tu sais, bah, comme moi, hein, j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a rabaissée et du coup, tu as tellement une estime de toi tellement médiocre, tu te dis, en fait, tu pourras jamais refaire ta vie, tu pourras jamais être heureuse parce que c'est là, cette personne-là, qui est, elle remède à tous tes maux alors que la personne, elle te fait du mal, tu vois? Enfin, mais c'est tellement insidieux que tu te rends pas compte, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, donc tu as rencontré Julien, tu as refait ta vie, tu t'es mariée. Oui, c'est ça. J'ai changé de travail aussi, j'ai changé de SAMU plutôt et ça va Ouais. quoi, c'est cool, ça fait du bien et bon, des choses encore qui sont pas tout à fait, que je pense qu'il faut que je règle encore un petit peu, mais tu vois, ça va beaucoup mieux qu'avant. Et quand tu penses à tout le chemin que tu as fait, qu'est-ce que tu te dis sur toi? J'ai l'impression que j'ai 70 ans. Non, mais bah, des fois, en fait, alors des fois, tu sais, quand j'ai des petits bad moods, bah, comme tout le monde, hein, voilà et des fois, je me dis: «Bon, attends, regarde d'où tu viens meuf et tout, franchement, Ouais. j'essaye aussi de valoriser ça, de fait que je m'en sois sortie, que mes enfants vont à peu près bien, parce que ça reste des adolescents, donc ils ont leur angoisse d'adolescents, mais j'ai fait tout en sorte que tout se passe bien pour eux, pour moi, tu vois, c'est cool, quoi. Mmh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, écoute, que continue d'aller bien et que ça se passe bien pour l'avenir, quoi, c'est surtout ça. Moi, j'ai pas trop de souhaits particuliers. Moi, je veux juste que la vie, elle soit douce, voilà. C'est une vie douce, tranquille. Et tu fais confiance à la vie? Maintenant? Oui, oui, j'essaye de faire confiance. Des fois, pas comme tout le monde, des fois, je suis là: «Putain, ça me saoule et tout», mais oui, j'essaye de faire confiance à la vie. On va terminer l'épisode, mais tu peux dire quoi par rapport au transgénérationnel? Bah, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, moi, je m'en suis intéressée, bah, du coup, par rapport à ma propre histoire à moi et que en fait, malgré nous, on porte les traumas des générations passées et moi, tu vois, par exemple, c'est aussi en partie pour ça que j'ai fait ce travail sur moi, sur les violences, parce que je ne voulais pas transmettre ça aux enfants de l'autre génération. Parce que moi, j'ai des garçons, donc eux, je sais qu'ils sont pas violents, qu'ils sont mignons, on parle beaucoup de ça, du consentement et tout, mais j'ai des petites nièces et je veux pas que ces petites nièces-là, elles portent en elles ce traumatisme malgré enfin, je Parce que c'est vrai que ça se transmet de génération en génération ah et bah oui. parfois on se rend même pas compte qu'on l'a, en fait. Bah non, parce que c'est quelque chose, c'est un schéma, hein. On répète, c'est tout, tu vois? Et moi, je pense que bah, en plus, je trouve que notre génération à nous, particulièrement, on est celle vraiment qui vient tout casser. C'est clair. Moi, j'ai pas mal de copines, du même âge un peu, tu vois, qui sont venues tout péter dans leur famille et tout Mmh. et c'est bien parce qu'il faut pas que ça reste comme ça. Il y a des schémas qui sont complètement, nocifs, toxiques, tout ce que tu veux et il faut venir aussi, se dire: «Bah non, non, je porterai pas ce fardeau-là, en fait». Mmh, ouais, il faut s'en rendre compte. Voilà, moi je me suis rendu compte, malgré moi, parce que voilà, mais j'ai quand même décidé, même si j'ai répété le schéma, J'aime. j'ai décidé quand même de l'arrêter. Et je trouve que c'est important de dire aussi que les personnes qui agressent les autres, comme par ton le père de tes enfants, c'est aussi quelqu'un qui a vécu de l'agression dans son enfance, qui Oui, a bien vu sûr, des choses. c'est ça. Après ça n'excuse pas, comme tu dis, ça n'excuse Absolument. pas du tout, enfin, tu vois, il y a une page Instagram, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, je crois que c'est le Cercle des Reines et elle, pareil, c'est une dame qui a vécu les violences et elle en parle beaucoup, tu vois? Et justement, j'ai vu une vidéo, oui, il a vécu ça petit, ça n'excuse pas. Bien sûr, ça C'est pas n'excuse parce pas. que, tu as vécu ça, c'est pas besoin de devenir un connard, en fait. Bien sûr. Et je Mais oui, mais c'est quand même encore un schéma répétitif, voilà, tu c'est vois? ça. Souvent, c'est des schémas répétitifs jusqu'au Et jour où la personne décide de stopper ce schéma. mmh mh. Mais faut s'en rendre compte. Bah, c'est ça, mais ouais, c'est ça, après c'est ouais, un travail. Je pense de toute façon que tu travailles sur toi-même, toute ta vie, hein, parce que Ouais. c'est toute ta vie le travail sur toi-même, hein.
Mais après voilà, faut Faut avoir le avoir des déclic, faut avoir déclics, le déclic, faut il faut avoir la avoir, volonté de s'en sortir, et il faut avoir oui, la c'est volonté de ça, travailler sur soi, de s'entourer, de trouver du soutien. En fait, ça demande beaucoup d'énergie oui, c'est pour t'en ça, sortir. c'est ça. Beaucoup d'énergie et puis, non, bah, tu vois, quand moi je fais les cartes et tout à des gens, des fois, il y a des situations un peu similaires à ce que je vais vivre et tout. Mais du coup, le fait de le voir d'un œil extérieur, ça t'ouvre d'autres perspectives aussi, tu vois? Je pense Mmh. que, voilà, enfin, ça soit quand tu sois psychologue, mentorat, coach, enfin tout ce qui a trait au bien-être, tu vas forcément rencontrer des gens qui ont un peu la même histoire de vie et toi, ça te permet d'avoir un certain recul et de comprendre d'autres choses aussi. Tu peux aussi réparer une partie de toi-même en réparant les autres. Mais bien sûr, souvent ça fait écho, hein, Bah, oui, l'histoire. donc voilà. Mais merci beaucoup d'avoir, partagé tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui vivent des agressions Oui, dans leur couple, dans leur famille, qui ont subi des agressions durant leur enfance et qui n'en parlent jamais parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent humiliées, parce elles se sentent vraiment pas bien, oui et et puis que c'est important c'est de ça. libérer sa parole, de le Mmh. raconter, et même ça demande du courage. Toi, t'en parles, j'ai l'impression, assez maintenant ouvertement. T'arrives à prendre du recul, et c'est important de faire ce que tu fais, de raconter, ce que t'as subi parce que tu t'en es sortie, Oui, bah, oui. Mais bon, tu vois, il y a 2-3 ans, peut-être que j'aurais pas été en capacité d'en parler. parce C'est que parce t'étais que pas j'ai prête. voilà. Mais oui. Aujourd'hui, Après, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux gens qui n'en parlent pas, mais il y en a qui ont même pas conscience que c'est pas normal ce qu'ils vivent, bah oui. tu vois? Et des fois, bah, c'est quand tu as des gens autour de toi, tu les vois, c'est différent tout ça et tu dis: «Ah, c'est pas normal ce que je vis en fait», tu vois? Et sur ça, du coup, je pense que dans les réseaux sociaux, c'est hyper important, le violentomètre, faut le mettre partout ce truc-là parce que vraiment, c'est une pépite. Tu là, c'est marqué noir sur blanc, ce qui est bien, ce qui est pas bien, tu vois? Et c'est ça qui est bien, il faut voilà, faut plus, en parler, faut communiquer et je pense que c'est un devoir limite citoyen de parler de ça, quoi. Parlons-en. Des violences conjugales, que ce soit les femmes, les hommes, hein, tout le monde peut être victime, hein, donc faut en parler. C'est important. Est-ce que tu as un dernier mot? Bah, ne laissez personne vous rabaisser. Ouais. Voilà, c'est important, que ça soit violence conjugale, familiale, voilà, les gens qui vous rabaissent, c'est que ils parlent d'eux-mêmes et pas de vous. C'est mon Ça, c'est dernier mot. important de le dire. Les Voilà. gens qui vous rabaissent parlent d'eux-mêmes et pas de vous. Ouais, de leur propre peur, de leur propre blessure, mais en fait, si tu viens rabaisser l'autre, c'est que toi, en fait, tu te sens enfin, tu te sens mal, quoi, mais en fait, c'est pas à l'autre de porter tes blessures, donc Ouais, c'est ça, et c'est tes propres peurs qui parlent, c'est tes blessures. ouais, c'est ça. L'autre n'a rien à voir avec toi. Mmh, Ça, c'est important, ouais. voilà, c'est ça. Donc n'écoutez pas les gens, qui vont vous rabaisser. Ils parlent juste d'eux-mêmes, c'est une propre projection de leur inconscient, leurs blessures, tout ça. Merci beaucoup. Bah, de rien. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching, j'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.